Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonsoir tout le monde, bienvenue, merci d'être avec nous en direct sur la page Christophe Le Grand Forum pour votre nouveau live en ce 3e jour de confinement. Nous y sommes, et oui, tous les soirs, le rendez-vous est fixé, sachez-le, pendant toute cette période quelque peu inédite. Eh bien, on sera là pour vous accompagner, pour recueillir toutes vos réactions, parce que on s'est dit que c'était le bon moment pour être en interaction avec vous, pour vous écouter, nous donner votre sentiment sur ce que vous ressentez, comment vous vivez cette période très particulière. On a décidé donc de vous accompagner, à l'image d'ailleurs de ce qui se fait dans beaucoup de radios. Vous savez que c'est un peu le bazar dans toutes les rédactions. Vous avez qu'à voir que un des animateurs de la matinale d'Europe 1 fait son émission depuis le garage. Donc on s'adapte et on a su, nous aussi, trouver la solution en étant présent sur Facebook. Et on le sera d'ailleurs sur la page officielle de France Maghreb 2 très très vite, le temps que tous les tests soient concluants. En tous les cas, pour l'instant, on est sur Christophe Le Grand Forum et c'est très bien ainsi. Vous êtes avec nous ce soir. Pour m'accompagner, pour l'instant, ils sont là. Il y en aura d'autres qui vont nous rejoindre certainement au cours de cette émission. Ah, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui nous a beaucoup manqué, Samia Chiki est avec nous. Bonsoir Samia. On n'entend pas Samia? On n'entend pas Samia. Peut-être que Soraya Rachidi est là alors. Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir Soraya, comment ça va? Salut. Voilà, Vous allez c'est à la technique. C'est à la technique, hein, ça bug. Bonsoir Soraya. Bonsoir. Bonsoir Absdemitash. Bonsoir Christophe, bonsoir auditeurs, auditrices de France Maghreb 2. Monsieur Philippe Bouriaki est de la partie aussi. Salut mon Philippe. Bonsoir tout le monde. Bon alors Samia, elle est partie, qu'est-ce qui se passe? Non, elle est toujours là. Non, elle a un problème de micro manifestement. Il faut que tu enclenches ton audio, ma chère Samia. Voilà. Alors autant que ça se règle évidemment. Alors, 3e jour de confinement, les nouvelles sont pas bonnes les amis. En Italie encore plus de 400 morts en une seule journée. C'est vraiment l'hécatombe du côté de l'Italie. La France, les chiffres ne sont pas bons non plus. Ils sont tombés hier soir. On a eu encore des nouvelles de nos amis infirmiers et personnel médical. Franchement, ils sont à bout de souffle. Ils n'en peuvent plus. Les cas sont de plus en plus importants. Et je ne sais pas d'ailleurs si c'est pareil de votre côté, mais moi, dans mon entourage, ça se manifeste de plus en plus. Là, je viens d'apprendre à l'instant qu'un cousin à moi qui est parti en vacances au Mexique l'a attrapé. Donc voilà, ça arrive pas qu'aux autres. Franchement, il est important de rappeler, je sais qu'on est un petit peu saoulant, mais c'est très important de le rappeler, de bien suivre les recommandations sanitaires. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé en annonçant débloquer 5 milliards pour la recherche et a déploré aussi le comportement des Français. Pour lui, il juge que les Français n'ont pas encore pris l'importance des choses concernant donc ce fameux confinement que nous vivons tous en ce moment et auquel on est tous soumis. Alors, je suis parti quand même à titre de curiosité faire un petit tour cet après-midi aux alentours. Hein, je suis resté près de chez moi. J'ai constaté quand même qu'il y avait encore pas mal de monde dehors, des gens qui, bon, on peut le comprendre, hein, se promènent, il fait beau, mais en groupe. Et c'est bien là le problème. C'est tout ce qu'on peut déplorer. Alors, comment ça s'est passé, mon Philippe, aujourd'hui à Orly? T'es sorti un petit peu, qu'est-ce que t'as fait? Alors oui, je suis sorti ce matin pour chercher des médicaments et un petit peu de pain. C'était assez calme dans la galerie commerciale de comment ça s'appelle, de Leclerc, pour ne pas le citer. Il n'y avait pas beaucoup de monde à 9 heures du matin. Il y avait comme un sentiment de vide, mais après je suis rentré le plus rapidement possible et c'est ce que j'explique aux uns et aux autres par rapport à ce confinement. Vous imaginez que ce virus c'est une centrale nucléaire et dont un réacteur aurait explosé. Si vous êtes exposé 1 heure aux radiations, c'est pas très bon, vous êtes exposé qu'1 heure. Mais plus vous exposez, plus vous êtes irradié. Donc le principe du confinement, c'est d'éviter de vous exposer à ce virus, et plus vous allez au contact avec les autres, plus vous augmentez les chances d'être irradié et contaminé par ce virus. Ouais. Alors donc, mon cher Abdeslam, tu es sorti, toi, de ton côté. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de là où tu habites? Alors, absolument pas. Et je ne suis pas sorti depuis lundi. Pour l'instant, je m'occupe de la famille on sent un petit peu de l'énervement à la maison.
Les enfants Ah, ont l'habitude de ça rester commence. bah oui, et donc il faut gérer un petit peu tout ça, aider un petit peu aux devoirs j'ai 2 jeunes ados de 16 ans, donc l'accompagnement scolaire, un petit peu de lecture, un petit peu de préparation pour l'émission. Et non, je suis resté la seule fenêtre que j'ai, ce sont les réseaux sociaux et la télévision. Et pour le coup, l'info, je l'ai par vous et un petit peu par les différents médias. Donc, non, je n'ai pas Très bougé. bien. Alors, Soraya, de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui en ce 3e jour de confinement? Est-ce que, comme à Abdestab, les nerfs commencent à être à vif ou tout va bien encore? Non, ça va. Bon, moi, je suis sortie hier, je suis pas sortie aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe à Tremblay, c'est qu'il y a, bon, j'imagine dans d'autres villes aussi, mais il y a un élan de solidarité qui est pas mal. Par exemple, je suis tombée sur une info qui, en fait, il y a Franprix à côté de chez moi et Carrefour Market qui réserve des créneaux pour les 70 ans et plus. Donc, c'est-à-dire sur Super. carte d'identité. Et tu peux pas rentrer si tu as moins de 70 ans. Donc voilà, pour ceux qui sont de Tremblay, donc Franprix de 13h à 14h et Carrefour Market de 8h30 à 9h. Donc voilà, tous les jours d'ouverture. Ça, c'est une bonne chose, ouais. Il y a des choses sympas qui se passent. Pareil, une pizzeria au bout de ma rue qui a envoyé toute une tour de pizza à des personnels, enfin à des agents hospitaliers et de santé par solidarité. Donc c'est super, enfin ce que je vois là et pour en dire davantage, je sais pas parce que je suis pas du tout sortie aujourd'hui en fait. Très bien. Je ne sais pas si Samia nous entend. Non, elle nous entend toujours pas. Elle a un problème de micro, Samia. Si elle Ouais, nous pourtant attend, ça marchait très bien tout à l'heure. Enlève Je crois qu'elle le m'entend. main libre. Essaie d'enlever tes écouteurs, Samia, pour voir. Enlève tes écouteurs. Voilà, Voilà. essaye d'enlever tes écouteurs, ma chère Samia. On est en plein réglage, hein, les amis, on fait ce qu'on peut. Voilà, on est en test pour mieux vous servir et chaque jour, ça sera évidemment de mieux en mieux. Alors, il est important. Débranche complètement l'écouteur. Voilà. Alors, il est évidemment important aussi d'être en interaction avec vous. Ainsi, vous pouvez laisser vos commentaires hein, sur cette vidéo, bien entendu, que vous regardez. Dites-nous un petit peu de quelle ville vous nous écoutez, enfin, vous nous regardez, et faites-nous partager un petit peu ce que vous avez vécu aujourd'hui. Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous êtes dans le domaine hospitalier? Comment vous vivez ce confinement? Est-ce que ça commence un petit peu à être fatigant? On s'imagine quand même de rester 45 jours comme ça. On est qu'au 3e jour de ce confinement. Enfin, quand je dis 45 jours, c'est évidemment pas ce qui a été annoncé parce que pour l'instant, on nous a annoncé 15 jours, mais très, très logiquement, on devrait prolonger en tout cas parmi les 15 jours quand on voit que quelques politiques commencent à nous dire que il va être très compliqué de dire que 15 jours suffiront. On a bien compris que ça se passera beaucoup plus que 15 jours. Vous pouvez donc nous envoyer tous vos commentaires, vous les laissez et on les lit en instantané, bien sûr, ici dans cette émission. Soraya, Abdeslam et les autres se feront un plaisir de les lire. Donc n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires ici sur cette page. On vous a réservé également quelques vidéos. On terminera tout à l'heure comme dans cette émission désormais par les coups de gueule et les coups de cœur parce que forcément il y en a. Hein, on regarde l'actualité, ce qui se passe, on a des choses à déplorer. On a des choses aussi à signaler comme l'a fait Soraya, comme ça aurait pu être un coup de cœur. Le fait que quelques magasins s'organisent et proposent des créneaux justement à des personnes âgées, c'est très bien. Ça avait été fait aussi dans d'autres endroits. Donc, il faut que ça se multiplie pour éviter d'abord que les plus anciens soient au contact de plus jeunes qui, eux, peuvent être porteurs. Et on sait que le corona, le Covid-19 peut être extrêmement dangereux, en particulier chez nos personnes âgées. Il faut en prendre soin. Et là, pour le coup, il faut éviter de penser à sa bouche, hein, pour pas dire autre chose. Parce que nous, si on est en bonne santé, alhamdoulilah, eh ben, on peut contaminer des personnes qui ne le sont pas et qui, de facto, peuvent en mourir. C'est ce qu'on voit malheureusement. Les décès ont augmenté ici en France. Les hôpitaux débordent. Je ne sais pas si vous avez vu les images, les amis, des hôpitaux à Mulhouse. On a même vu des gens par terre parce qu'il n'y a plus de place. On est en France, les amis. Des gens par terre dans les hôpitaux. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a vu les images. Elles sont terribles. Hein. Ouais. Ça se passe ici en France. Et c'est vrai que la France, qui aime bien donner des leçons aux autres pays, bah, ferait bien de temps en temps de se regarder un petit peu parce que là, il y a le même scénario qu'en Chine qui se passe. Je suis tombée sur des vidéos où tu vois des personnes par terre en pleine souffrance en fait. Je sais pas si vous les avez vues.
Je sais plus c'était dans quelle ville. Une femme, ouais, elle est par terre et elle est en pleine détresse, en train de dire qu'elle peut plus respirer, qu'elle se sent compressée, voilà, oppressée. Et c'est horrible parce que personne ne peut l'approcher. Et voilà, tu appelles les urgences, enfin le SAMU, le 15, et t'attends en fait. Et tu la vois en D'ailleurs, souffrance. c'est le conseil qui est donné à tous et toutes. Si vous vous sentez évidemment avoir des symptômes qui correspondent aux symptômes grippaux, donc par exemple des courbatures, ça c'est le symptôme qui revient souvent. Gros mal à la tête. Alors la fièvre, c'est pas forcément un facteur qui désigne le fait d'être porteur ou pas, parce qu'on peut en avoir, mais on peut aussi ne pas en avoir. Donc dès lors qu'on se sent pas bien, fatigué, etc., on appelle le 15 et eux-mêmes sauront vous dire si effectivement il s'agit du Covid-19 ou pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez bien compris, c'est là toute la difficulté, c'est qu'ils ne testent plus. C'est-à-dire qu'ils ne testent plus personne. Pourquoi? Pour des raisons économiques, ça coûte trop cher. Et puis s'ils se mettaient à tester tout le monde, je peux vous assurer que les chiffres seraient beaucoup plus importants. Et là, on s'apercevrait que c'est quasiment la moitié de la population qui serait touchée. C'est ce qui, en tout cas, c'est pas moi qui l'invente, c'est des spécialistes, des médecins qui le disent. On a entendu aujourd'hui à la télé, sur BFM TV ou ailleurs. Et c'est vrai qu'on a l'impression que là, tout s'arrête. Quand vous voyez des émissions de TV qui s'arrêtent, quand vous voyez Cyril Hanouna qui décide de faire l'émission chez lui, c'est quand même, on se dit là, on a franchi un cap, là, les amis. On est dans un moment que l'on a tous jamais vécu. Moi, je discutais encore avec mon père ce matin, qui me disait de n'avoir jamais vu ça. Pourtant, mon père est assez âgé. Et eux, ils ont pris aussi, alors là, ils ont fait aussi un truc qui est pas mal, c'est qu'ils habitent un petit secteur pavillonnaire et ils se sont organisés de telle sorte à ce que une personne va chercher le pain ou ce dont on a besoin pour tout le monde, le lendemain, ça sera l'autre, etc. Et chacun, il va à son tour. Donc, ça s'organise. La solidarité commence justement à faire ses effets et c'est très bien. Mais c'est encore pas assez. Le président l'a rappelé, Philippe, le président l'a rappelé encore aujourd'hui, il dénonce le comportement irresponsable pour traduire, hein, grosso modo, de certains, on l'a vu, les gens qui se regroupent en bas des cités ou dans les parcs encore aujourd'hui parce qu'il fait beau. Il faut prendre conscience que non, il ne le faut pas, même si c'est tentant, même s'il fait beau, il ne faut pas, Philippe. Tout à fait. On le répétera jamais assez. Alors, et j'en ai fait partie. Et je tiens moi à m'excuser puisque moi j'ai suivi les recommandations qui avaient été données par les médias et par le gouvernement, puisque rappelle-toi au début, la ministre d'ailleurs c'est sur la page Christophe Le Grand Forum. La ministre de la Santé disait que ça ne pouvait pas arriver chez nous, c'était une grosse grippe, donc moi j'ai fait confiance à ces gens-là. Mais aujourd'hui, vraiment, j'insiste, je veux pas être alarmiste. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le coronavirus, le Covid-19, c'est une des variantes de la famille des coronavirus, oui, est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Évitez de sortir, évitez de vous mettre en contact. Laissez vos chaussures à l'extérieur de chez vous. Dès que vous rentrez, vous lavez les mains, vous désinfectez le visage, vous essayez de vous protéger au maximum, vous sortez vraiment un minimum. Mais ce que je comprends pas, c'est que le ministre de l'économie hier, lors de son annonce avec le Premier ministre qui avait déclaré un état d'urgence sanitaire, dit clairement qu'il faut aller travailler. Et ça, c'est pas possible. Je crois qu'il faut pendant 15 jours, tant pis pour la finance, on se dit stop, basta, on ne fait rien. On bouge un minimum, on regarde ce qui marche dans certains endroits. Regardez en Russie, vous arrivez au supermarché, votre caddie est déjà prêt, vous avez tout le monde à la même chose, vous prenez votre caddie, vous êtes en contact avec personne, il faut faire des rotations comme ça, il faut que les municipalités mettent à disposition du personnel sur volontariat qui viennent livrer les gens pour éviter qu'ils sortent. Parce que, alors aujourd'hui, on nous dit que c'est pas par voie aérienne. Franchement, on va voir ce que va nous dire tout à l'heure Philippe Klein, qui est médecin, qui est resté à Wuhan depuis le début. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de nous annoncer qu'il y a un recul énorme des cas, pas du coronavirus, mais des cas qui se déclarent par jour. Hein. Ils sont passés de quelques milliers par jour à je crois une dizaine aujourd'hui par jour. Donc c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent. Il faut regarder ce qui a fonctionné. On a tardé aujourd'hui, on a exposé les gens avec ce premier tour des élections municipales, et maintenant il faut suivre strictement les recommandations, ne pas plaisanter avec ça, parce que
ça ne touche plus que les personnes âgées. C'est ce que ça a infecté déjà une première partie les personnes âgées, surtout les personnes immunodépressives ou qui ont des maladies chroniques respiratoires comme l'asthme, mais aussi comme le diabète. Ça commence. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est ce que nous disait Florian, je crois hier, c'était 52 ans, donc forcément, ça touche des tranches d'âge inférieures à 40 ans. Il y a des joueurs de sport, de foot, qui sont contaminés. Donc maintenant, je crois qu'il faut vraiment prendre les choses au sérieux et arrêter ça immédiatement. Arrêter de faire les fous. Oui, alors on estime à peu près à 400 000 personnes qui seraient au chômage technique à l'heure actuelle. C'est le chiffre que j'ai vu passer cet après-midi. Effectivement, Soraya, je pense que quand le ministre nous dit il faut aller travailler, c'est quelque part un peu inconscient et on peut quand même relever des certaines failles dans la communication gouvernementale quand même depuis le début de cette crise. Sans vouloir rappeler le premier tour de l'élection, je pense que tout le monde est d'accord que c'était une belle connerie. Mais pour le reste, au niveau communication, ça patauge un peu. Quand vous entendez Jean-Michel Blanquer qui nous dit lundi soir les épreuves du bac auront lieu au mois de juin, c'est juste suicidaire. Je veux dire, de laisser les gamins qui sont confinés comme nous depuis, eux, ils ont fermé les écoles quand? Ils ont fermé les écoles lundi. Oui, depuis lundi. Ils reprendront, si tout va bien et au mieux, après les vacances pour tout le monde, c'est-à-dire vers le 3 mai. Il restera un mois et demi avant les épreuves du bac. C'est juste pas possible. C'est juste inconcevable. Forcément, il va y avoir des reports. Forcément, les vacances d'été, ça va être très compliqué pour beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens, et je pense qu'Abdeslam est bien passé, qui ont pris des vacances en attendant d'être au chômage technique ou de pouvoir retourner au travail. Donc l'été, ça va être très compliqué de s'organiser pour prendre des vacances. On va devoir trimer davantage. L'après-confinement risque d'être très compliqué pour tout le monde. Il faut s'y préparer, mais on va se concentrer sur ce que nous vivons maintenant. C'est 400 000 personnes qui sont au chômage technique aujourd'hui en France. C'est vrai que l'économie du pays est à l'arrêt, Soraya. Oui, bah, on parlait des bacheliers, mais moi aussi, je pensais à tous ceux qui passaient des concours et tous les étudiants en général. C'est Oui. horrible. Enfin, je me mets à leur place avec ce contexte-là. C'est le stress absolu. Et c'est vrai que le message du gouvernement, ça angoisse davantage parce que tu te dis, voilà, tu passes ton épreuve à date normale, mais avec un contexte pas du tout normal. Et il faut donner les moyens à ces étudiants et à ces bacheliers de réussir. Pas que d'imposer Je ne sais pas si on a rétabli la liaison avec Samia Chiki ou pas. Vous m'entendez? Oui, super. Bonsoir, Samia, comment ça va? Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Ça va? Alors, sans donner évidemment ton adresse, mais tu habites toi, une zone qui a été fortement contaminée. Oui, donc je suis pas très loin de l'Oise. Donc effectivement, on a été très très vite concernés. On était juste à côté de ce qu'on a nommé un cluster. Donc très rapidement, on a eu les enfants à l'école. Nous très rapidement, les écoles ont fermé dans notre commune puisqu'on a eu des premiers cas de corona. Et puis on était un petit peu perdus parce que les premiers jours, en fait, les écoles fermaient quelques jours et puis 2-3 jours après, elles rouvraient. Donc on était vraiment perdus, mais on a été, j'ai envie de dire, un petit peu préparés quand même à ce confinement. Donc voilà, et puis on a eu de notre côté quelques symptômes qui nous ont un petit peu alertés et inquiétés également. Ouais. Donc voilà, donc des épisodes de très forte fièvre. Mais on n'a pas été testé. Vous n'avez pas été testé? Non, Voilà. du tout. Non. On nous a dit qu'il fallait être en détresse respiratoire pour Oui, venir c'est clair. On est au stade être 3, testé. ils ne testent plus personne. Pour des soucis Voilà. d'économie, on a rappelé. Aujourd'hui, ils ne testent plus personne. C'est tout à Samia, fait comment ça se passe? Comment ça se passe à la maison avec le confinement, les enfants? Est-ce qu'il y a une certaine nervosité? Est-ce que tu as la chance d'avoir un jardin pour les enfants qui puissent sortir un petit peu? Comment ça se passe? Alors effectivement, c'est vrai qu'on a un très bon environnement ici, donc on a un petit jardin, donc les enfants peuvent sortir. Et Ça j'ai aide envie quand de même. dire complètement. Et comme je dis à mes enfants, ils ont la chance également d'avoir des parents qui sont présents et qui ont été formés pour les encadrer, puisque bon, je suis enseignante à la base.
Donc voilà, donc moi j'ai établi un emploi du temps à peu près comme à l'école, bien entendu plus allégé au niveau du temps, mais voilà, Ah ouais, ça rigole ils pas ont un chez emploi du Samia, hein. temps. Attention. Non, ils ont un emploi du temps. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la question des examens, des reports. Donc moi je pense Oui, que très certainement il y aura des reports d'examens. c'est C'est obligé. même c'est même une certitude. Ouais. J'ai eu tout à l'heure Rodrigo Arenas qui est le président de la FCPE, donc qui 93. me voilà, tout à fait, donc qui me confirmait donc qui travaillait là-dessus pour faire des propositions, que les syndicats donc de parents d'élèves commencent à penser, à préparer à l'avenir. Donc il y a une mobilisation qui commence à se mettre en place. Donc voilà. Bah Après, écoute, j'ai eu pas mal de parents donc qui m'ont contacté parce qu'ils étaient très inquiets, ils étaient complètement perdus, ils ne savaient pas du tout de quelle manière encadrer leurs enfants. Et suite à ça, donc j'ai initié un petit groupe sur Facebook et en l'espace de 24 heures, on est déjà plus de 140 dessus. Donc voilà, donc il y a des parents d'élèves bah, on et pourra des mettre le enseignants. lien, hein, on pourra mettre le Avec lien de ton plaisir, Facebook à l'écran pour que les gens puissent avec également le plaisir. rejoindre. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a, mes chers amis, des commentaires qu'on puisse éventuellement lire et se faire l'écho de quelques-uns d'entre eux? Encore. On a eu Très des bien. coups de Marie-Claude On a Martinez. Donc, bonsoir à toi. beaucoup. Bonsoir Marie-Claude, bonsoir à tous. N'hésitez pas à nous balancer tous vos commentaires parce que le but de Il cette y a eu émission, un c'est d'être... commentaire, je crois que c'est sur la page de Philippe, Didier Cauchois, qui dit tout à fait exact, leur discours est confus. D'un côté, il faut être confiné, mais il faut éviter de mettre les salariés au chômage temporaire. Il faut jouer le jeu à ce qu'ils disent. Moi, j'ai un Très bien, peu ça de c'est sur la réponse. page de Philippe. C'est pas étonnant en même temps. Ouais. Alors, justement, 10 questions qu'on peut éventuellement se poser sur le coronavirus. Voici une des vidéos qu'on a essayé qu'on va vous passer maintenant pour essayer de bien comprendre. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent. Vous l'entendez en ce moment, on en voit beaucoup. On va revenir dans un instant sur un premier couac, j'ai envie de dire, parce que c'est parti d'un internaute qui a fait une vidéo, qui a fait le buzz, qui a été vu des millions et des millions de fois, qui a accusé l'Institut Pasteur d'avoir inventé ce virus. On y reviendra dans un instant. Pour l'heure, donc, la vidéo sur les 10 questions que l'on peut se poser sur le coronavirus. C'est parti. Oui, il produit des effets. On l'a vu en Chine, il y a des effets. Ils ont une diminution réelle du nombre de cas alors qu'ils étaient en situation épidémique extrêmement inquiétante. Ils ont eu des effets au bout de 1 mois et demi, 1 mois et 1 mois et demi de confinement. En fait, personne ne sait. On tâtonne, tout le monde tâtonne. Quand il y a des gens qui vous assurent que ça va durer 3 semaines, 1 mois et demi, ce sont des hypothèses. On peut penser, je dirais 15 jours, ça sera évidemment insuffisant. Peut-être qu'1 mois ou 1 mois et demi, c'est plus raisonnable. La durée d'incubation, c'est-à-dire le moment où vous rencontrez le virus, où il entre dans votre corps, et où vous allez commencer à être malade, c'est-à-dire présenter des signes quand vous êtes malade, vous avez bien compris, ça varie de 2 à 12-13 jours. Ça, c'est la première partie de la maladie. Vous ne savez pas que vous êtes malade parce que le virus est dans votre organisme et commence à faire son petit travail de sape. Au bout de 2 à 12 jours, moyenne 4,5 jours, vous êtes malade. C'est-à-dire que vous mettez à tousser, à cracher, parfois des difficultés respiratoires et puis parfois des choses plus graves. Heureusement, beaucoup plus rares. Mais vous savez, ça arrive. Et bien ça va durer à peu près 2 semaines. À peu près 2 semaines. Et puis au bout de 2 semaines, le virus aura probablement disparu. Mais comme on ne fait plus de tests pour savoir s'il a disparu ou pas, je ne sais pas bien vous répondre. Donc il faut compter, on va dire 3 semaines au total, 3 à 4 semaines au total, puisque si vous avez une incubation de 12 jours et une maladie effective de 14, ça vous fait 1 mois. Dans l'air, il y a quelques arguments, des gens qui pensent qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une aérosolisation du virus. Il peut se balader. Donc de l'importance chez vous d'aérer les pièces. Il faut aérer les pièces. Et c'est une des raisons qui fait que le risque de contamination est particulièrement grand quand vous êtes plusieurs dans une pièce fermée.
C'est d'ailleurs là qu'on a vu les taux de contamination les plus importants. Quand vous vous concentrez sur les situations de zones closes, c'est-à-dire des pièces, des églises, des réunions de famille, on a des taux d'attaque qui sont jusqu'à 35%. C'est-à-dire, vous déjeunez, vous dînez avec vos copains, vous êtes dans une salle fermée, eh bien une personne malade, même s'il ne le sait pas, peut contaminer 35% de la pièce. Le virus, il ne meurt pas tout de suite. Combien de temps? Ça, il y a une querelle de virologues, je n'entrerai pas dedans, et il n'est pas impossible que le virus, pendant plusieurs heures, reste sur la table sur laquelle vous avez posé vos grosses mains sales de patients infectés. C'est pour ça qu'il faut se laver les mains, sans arrêt. Vous savez, tous les jours, on dit il y a X cas de coronavirus. En réalité, c'est un chiffre qui est purement indicatif, mais qui est faux. C'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que, pour deux raisons. D'abord, on ne teste pas tout le monde. Et la deuxième raison, c'est que la moitié des patients sont asymptomatiques. C'est entre 1 et 3%, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'un taux de mortalité, c'est un nombre de morts, on l'identifie bien, là, c'est facile, divisé par un nombre de cas. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le vrai nombre de cas, on ne connaît pas. Il est vrai il va y avoir des patients jeunes qui vont de 20 ans, qui vont développer des formes graves de réanimation. C'est une certitude. Mais ça va rester la minorité quand même. Les études chinoises, qui maintenant ont 3 mois de recul, c'est quand même un sacré avantage parce qu'on apprend d'eux, montrent quand même qu'on est sur une population qui est plutôt âgée, très majoritairement, qui a des maladies associées, essentiellement l'hypertension artérielle, le diabète, également un peu les infections respiratoires chroniques, moins en fait que la grippe proportionnellement. Mais c'est vrai qu'ils ont des patients jeunes, mais ça ne va pas être la majorité. Simplement, il ne faut pas penser que les jeunes sont totalement à l'abri, c'est faux. Il y a certains virus qui sont saisonniers. Vous voyez, le virus de la grippe qu'on a tous les ans, c'est fin de l'automne, début de l'hiver. Puis après, il disparaît. Il disparaît à la fois probablement pour des raisons météorologiques, mais aussi parce que les gens sortent et sont moins en contact l'un avec l'autre et ne se rencontrent pas. Mais en fait, on ne sait pas répondre à la question, parce qu'il y a des virus qui ont des saisonnalités inversées. Par exemple, le virus H1N1, qui est un virus dont on a beaucoup parlé il y a 10 ans, lui, il est apparu au printemps. Donc, on peut l'espérer, rien n'est certain, et en tout cas, ça serait pas très sérieux de ne tabler que là-dessus. Écoutez, le vaccin, on l'aura d'ici 1 an, on va dire. Il faudra le produire. En plus, tout le monde va en vouloir. Donc, ça va prendre un peu de temps. Il faut le fabriquer, bien entendu, parce qu'on ne sait jamais. Le virus peut revenir après une première phase. Sortez pas de chez vous. Limitez vos interactions sociales. Ne dormez pas dans la même chambre que quelqu'un qui est potentiellement malade. Prenez des nouvelles de vos parents et de vos grands-parents par téléphone. N'allez pas les voir pour les contaminer, mais ne les laissez pas seuls, parce qu'il ne faudrait pas que cette affaire fasse qu'on retrouve des gens âgés qui sont morts tout seuls parce que personne ne s'en est occupé chez eux. Aidez-nous à ne pas désorganiser le système, c'est-à-dire que quand vous avez un petit problème de santé microscopique, eh bien pour une fois, vous n'allez pas venir aux urgences nous encombrer, vous allez consulter votre médecin, votre pharmacien, demander conseil à votre infirmière, mais essayez d'épargner les hôpitaux et les services d'urgence. N'écoutez pas les fausses nouvelles, ne les véhiculez pas, les faux traitements qui circulent, enfin, on lit tout, ça sert à rien. Essayez de tenir, parce que en fait, si la vague arrive, le vrai sujet, c'est pas le nombre de patients. En fait, on est un pays, on a de la ressource. C'est le nombre de patients en même temps. Comprenez que si, par exemple, nous sommes à l'hôpital Pompidou là, ce matin, pendant l'heure qui vient, j'ai 100 personnes qui arrivent, on va être submergé. En revanche, si ces 100 personnes arrivent réparties sur 2 mois, eh bien moi, je saurais les prendre en charge sereinement et parfaitement bien. Donc tout le sujet, il est là, il faut étaler la vague. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Voilà, très très intéressant en tout cas cette vidéo sur ces 10 questions que l'on peut se poser sur le coronavirus. Alors j'aimerais qu'on revienne, parce qu'il en a fait référence bien sûr, sur les différentes fake news qui circulent. Et parmi ces dernières, il y en a une en particulier où un monsieur, dont il a un profil d'ailleurs quand on va sur son page Facebook, c'est un gilet jaune, qui a sorti, preuve à l'appui selon lui,
un brevet européen sorti en 2003. Alors, il se trouve que ce brevet existe bel et bien, sauf que quand, évidemment, on lit un brevet, il faut savoir le lire, le décrypter, c'est très compliqué. Et lui, il a effectivement pris quelques passages au hasard et il est en train de nous dire, en fait, au travers de cette vidéo, que ce fameux Covid-19, il a été inventé par les Français, par l'Institut Pasteur, etc. Du coup, gros démenti de l'Institut Pasteur, hein, qui n'a pas laissé ça là forcément. Comment vous luttez, comment vous faites, vous, Samia, par exemple, comment tu fais, toi, pour faire le tri entre la vraie information, ou supposée comme telle, et les fake news que l'on peut peut-être avoir? Est-ce qu'on peut couper le retour derrière? Samia, comment tu fais, toi, pour regrouper? Je sais que tu es journaliste, c'est compliqué. Samia? Samia, micro coupé. Voilà. Bon. Samia, tu m'entends? Non, elle nous entend pas. Donc alors peut-être Philippe. Alors, on a Anna qui nous a rejoint. Oui. Bonsoir Anna. Bonsoir Christophe, bonsoir toute l'équipe, bonsoir mesdames et messieurs, ceux qui nous écoutent depuis la page Christophe Le Grand Forum. Bonsoir Anna. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. 3e jour de confinement, on se porte bien pour l'instant. Ça va. Oui. On parlait des fake news. Tiens, Anna, puisque tu as la parole, les fake news avec cette vidéo qui a fait le tour du monde. Hein. Elle a été vue des millions de fois sur cette vidéo où ce monsieur accuse l'Institut Pasteur d'avoir inventé ce Covid-19. Il s'est basé sur un brevet européen déposé en 2003. Alors, ce brevet, il existe bel et bien, sauf que c'était pas pour inventer visiblement un virus, mais pour essayer de trouver justement un moyen de le contrer. Comment on fait quand on est journaliste pour essayer de repérer la bonne et la vraie et la fausse information? Anna? Peut-être couper son micro. Bon. Non. C'est bon. Voilà. Vas-y Anna, on t'écoute. Moi, je crois en quelque chose, c'est que c'est très, très difficile d'obtenir. C'est saccadé, hein. Il faut que tu te déplaces. D'obtenir, c'est très, très difficile même de joindre quelques personnes à moi. Okay. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, Anna. On t'entend. Oui, vas-y, on t'écoute. J'ai tenté de joindre plusieurs personnes du corps médical pour avoir des renseignements sur cette vidéo. Ils m'ont affirmé que c'était du fake, qu'il fallait pas croire. Après, alors qu'il est où tout le monde se pose des questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce virus? D'où il vient? Dans quel but? Toutes les théories sont à étudier. Je pense que la vérité, on l'aura pas tout de suite. Hein. La vérité, on l'aura un peu plus tard quand toute cette épidémie sera passée. Et puis, la priorité est à la solution et au vaccin, alors qu'il est à la santé des êtres humains. En ce qui concerne les fake news, je voudrais juste vous parler d'autre chose. L'information qui n'arrête pas de tourner depuis le début de l'épidémie, comme quoi il faut boire des boissons chaudes, le soleil, etc. Comme quoi que ça faisait au fait que ça nous protégeait contre le coronavirus. Eh bien, il s'est avéré que c'est faux parce que l'équipe de France Info, les journalistes ont fait des tests. Il s'est avéré que ça ne sert absolument à rien et que je ne sais pas si vous avez reçu ce genre de message sur WhatsApp ou via Facebook. Il fallait boire des boissons chaudes, effectivement, et il s'avère que c'est faux, évidemment. Comme quoi un chercheur qui a été transféré à Wuhan et qui a collaboré à Task Force contre l'épidémie du coronavirus avait affirmé que le fait de s'exposer au soleil et de boire des boissons chaudes, que ça nous aidait justement à éliminer le virus. Eh bien, pas du tout. Le virus ne résiste pas à la chaleur, il meurt. Et, voilà, c'était ça l'info, excusez-moi. Si on est exposé à 26 ou 27 degrés, le virus n'aime pas la chaleur, mais il faut une température plus de 2 fois supérieure à celle évoquée dans le texte qu'on a reçu pour le neutraliser. Je le cite, on estime que le virus n'est plus viable à partir d'une exposition à 56 degrés pendant 20 à 30 minutes ou à 65 degrés pendant 5 à 10 minutes. Le mieux, c'est de rentrer dans le four et on est tranquille. Exactement. Voilà. Exactement.
Ce qui fait qu'il y a beaucoup de fake news qui tournent. Après, les gens, c'est normal qu'ils s'accrochent à la moindre information pour pouvoir pour survivre, hein, pour faire face à cette Non, mais c'est épidémie. On d'essayer les de comprend un comprendre. petit peu. Moi-même, je buvais, j'avoue que je buvais des boissons chaudes pratiquement tous les jours en espérant que ce soit vrai, quoi. Mais bon, après, quand on voit que c'est vrai, le virus commence à apparaître dans les pays les plus chauds et il gagne l'Afrique, et c'est ça la grande catastrophe, parce que c'est des pays qui sont en manque de moyens, etc. Et que c'est là où les ravages vont être extraordinaires. Et voilà, donc là, ça ne prouve que. Bon, la Ça fake nous news, prouve que. c'était de boire des tisanes et pas de l'eau de Javel, hein, parce qu'il y en aurait plein qui auraient suivi. Oui, heureusement que c'est ça, oui, parce que si on vous dit de boire de l'eau de Javel, ça va être compliqué. Mais les fake news, Soraya, comment tu luttes? Parce qu'évidemment, on est tous sur les réseaux sociaux, on a le temps là, hein, on passe notre temps là-dessus toute la journée. Comment fais-tu pour essayer de repérer la fake news, la vraie information? Tu te repères par rapport à des sites officiels? Comment ça se passe, ta recherche? Je pense qu'il y a 2 choses, comme l'a fait Anna, c'est d'essayer de vérifier déjà dans une source sûre, que ce soit sur des sites fiables et pas des sites un peu bizarres où toutes les informations circulent. Sur Facebook, hein, où chacun peut faire sa vidéo et raconter n'importe quoi, hein. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a quelque chose de logique et de savoir, avant même de vérifier, est-ce que l'information est utile, tout simplement. Parce qu'au-delà de conseils, il y a plein de choses qui tournent où, en vrai, à part provoquer panique et angoisse, l'information ne sert strictement à rien. Et Vous continuez de laisser vos commentaires hein, en interaction. Christophe, le pire, c'est les images qu'on est en train de recevoir, par exemple, des pays africains où on voit des prêtres ou je ne sais pas ce qu'ils font exactement en train de protéger la population. Alors, en mettant un bout de tissu sur leur visage, mais le même bout de tissu, il va l'utiliser chez toutes les personnes. C'est-à-dire, il y a une queue interminable et le même bout de tissu, il leur lit, je ne sais pas ce qu'il récite. Ah oui, j'ai vu. C'est quelque chose, voilà. Et puis, d'autres personnes, même au Grand Maghreb, hein, qui utilisent des épices, qui utilisent des choses comme ça. Et au contraire, au lieu de soigner le peuple, il les contamine, il les expose à un grand danger. Donc, l'idéal, c'est de rester chez soi, c'est d'écouter les informations officielles et ce que les docteurs vont nous dire qu'on entende ce qu'ils vont nous dire de leur bouche ou des bouches de la bouche des politiciens, quoi. Enfin, des choses officielles du gouvernement qui nous disent qu'il y a un vaccin ou voilà, vous pouvez sortir de chez vous. Après, ne croyez rien. L'idéal, c'est de se comporter avec tout le monde, avec chaque personne comme si elle était contaminée et de se comporter avec tout le monde comme si nous-mêmes étions contaminés. C'est ça l'idéal. Commentaires sur la page Facebook Christophe Le Grand Forum, vous nous laissez vos réactions, on est en interaction, vous nous laissez votre ville, on aime bien savoir où vous êtes, comment ça se passe, vos commentaires, réagissez évidemment dans tout ce qu'on évoque dans cette émission. On parle des fake news parce qu'évidemment il y en a beaucoup. Je ne sais pas si Samia est de retour ou pas. Toujours pas. Samia est avec nous, mais manifestement un problème de micro. Mais il y a un petit problème de micro. Pourtant on l'entendait super bien Samia, c'était nickel. Philippe, les fake news, t'en sais quelque chose? T'en as été victime toi aussi? Bah, un petit peu, là. Et ça continue encore et encore, j'ai envie de te dire, il y en a certains qui n'ont même pas l'indécence, enfin, qui ont, pardon, l'indécence de ne pas respecter la trêve nationale et communale que nous devons tous observer en cette période post-électorale, parce que le pays entier est concerné par ce qui se passe et on se doit d'avoir une concorde et une solidarité nationale et communale. Oui, effectivement, la vidéo de ce type, nous on l'a regardée plus d'une fois, elle est très troublante et si tu la regardes par une partie de l'ornière, tu peux te dire lorsque tu n'as pas d'éléments que ce qu'il dit est vrai et que ces documents existent vraiment. Je crois l'avoir dit hier, lorsque un brevet est déposé, lorsque un virus est trouvé ou un vaccin, donc tu déposes un brevet européen qui vaut international pour protéger la recherche, et la recherche coûte cher
aux nations. Et là, le président de la République a décrété justement, c'est ce qu'ils disent, Philippe. Ils disent que le vaccin a été trouvé dans cette vidéo. Ils disent qu'il est là, Oui, le je sais. vaccin. Oui, ils disent. C'est ce qu'ils disent, que dans le Non. rapport, il est signifié que le vaccin a été trouvé et que voilà, il ne le donne pas pour l'instant, nous laissant croire que c'est une volonté politique mondiale de vouloir laisser crever les gens, quoi. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, en 2003, des chercheurs ont découvert cette souche. Et lorsque tu découvres une souche et que tu déposes un brevet, tu es répertorié comme inventeur. Tu n'es pas inventeur de la souche. C'est le mot générique international pour dire la personne a trouvé. Tu fabriques un vaccin, tu es inventeur aussi. C'est-à-dire que tu as trouvé une souche. Celui qui a trouvé la souche de l'Ebola, il est l'inventeur de l'Ebola. C'est le terme générique. Il n'y a pas d'autre mot qui a été fait. Alors c'est peut-être justement, on devrait aujourd'hui s'inspirer de ces problèmes de fake news pour pouvoir faire certaines modifications, mais c'est ni toi ni nous qui pourrons le faire. C'est l'Institut des brevets qui valide le terme. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux amplifiés à ce point-là. Il n'y avait pas de gens qui seraient permis de partir dans un délire paranoïaque et qui partent sur des thèmes complotistes. Voilà, c'est clair, net et précis. Dire qu'un virus a été lancé pour éradiquer une partie de la population et pour obliger l'autre à se vacciner, j'ai vu des choses encore plus dingues. Hein. Le futur vaccin fera en sorte qu'on sera tous dociles et qu'on obéira aux ordres, tu vois, au doigt et à l'œil. Tu ne peux pas empêcher. Et comme quoi, ils vont nous mettre des puces électroniques. Ouais, c'est exactement pour ça. pouvoir gérer les peuples. C'est du fantasme pur, ça. C'est du fantasme c'est ça. pur. Oui, mais ça fait. Ce fantasme, il a été alimenté inconsciemment par des films comme Millennium, par des films de catastrophes où il y avait un virus qui a été créé par des militaires et diffusé en Afrique. Comme tu viens de le dire, Philippe, ça reste des films. Bien sûr, n'empêche que d'autres films en prédit exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Je parle le film Contagion, je parle du livre Eye of Darkness, je parle d'une séquence des Simpsons. Moi, j'aimerais bien contacter le scénariste du Simpson pour lui dire « Monsieur, est-ce que vous venez du futur ou qu'est-ce qui se passe là ?» Non, mais elle a entièrement raison, Anna, sur ce point. Il y a le film. Et comment ça, tu te pointes, toi, sans dire bonjour, Audrey Pronostic? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ouais, non, parce que j'ai vu que ça fonctionnait. Non, mais Madame débat, alors vous avez vu un petit peu? Voilà, c'est quoi le deuxième? Ça débarque comme ça. Allez, prends la parole. J'allais pas. Mais attends, Christophe, j'allais pas m'introduire toute seule, j'allais pas dire bonjour, c'est moi Audrey Pronesty. Normalement, c'est à toi de le faire. Ouais, mais moi, alors là, pour expliquer aux auditeurs qui nous regardent, aux téléspectateurs, parce que voilà, ce sont des spectateurs, je n'ai aucune maîtrise. C'est Abdestabitash et Philippe qui sont les réalisateurs de cette émission. Et c'est eux qui gèrent. Donc, monsieur Abdestabitash, quand il y a quelqu'un qui arrive, merci de me prévenir, parce qu'elle, elle débarque. Allez. Je lui ai bonsoir, je lui ai laissé ma place, et pour le coup, je n'avais plus la main. Donc, ah, d'accord, parce qu'on est complet. Ah, bah oui, l'excuse. Non, mais tout ça pour revenir sur ce que disait Anna, alors bonsoir Christophe, voilà. Bonsoir tous les auditeurs, bonsoir tout le monde en gros. Donc non, je voulais juste reprendre ce que disait Anna, c'est totalement vrai et c'est surtout très troublant parce que quand on voit le scénario du film Contagion, alors il y en a deux, hein. Moi je précise que c'est le film avec Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard. Donc ça, voilà, on parle de ce film-là. Concrètement, quand on regarde le scénario, c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, à peu de choses près quand même. En espérant qu'on n'aura pas le même sort. Hein. Des morts, voilà, qui n'est pas, je l'espère, ne sera pas aussi élevé. Mais le scénario dans le sens où la propagation du virus, les effets sur l'être humain, sur la gestion, la provenance aussi, que ce soit comme quoi que ça vient d'une chauve-souris, etc. Et c'est quand même troublant, c'est vrai. Pourquoi un film serait relaterait ce qu'on vit aujourd'hui et d'autres films seraient complètement fantastiques et inimaginables. Anna, il
Il y a aussi des livres. Il y a Eye of Darkness, il y a des dessins animés, des séquences de Simpsons. J'ai vu, j'étais choquée. On parle du coronavirus, on parle du virus. Il y a, comment il s'appelle, Astérix et Obélix. Apparemment, il y avait un personnage qui s'appelait carrément coronavirus. Donc, à un moment. Il y a une autre polémique aussi qui est née. Dans Téléstar, on a lu ça. Je ne sais pas si vous regardez Plus belle la vie. En ce moment, il diffusait une séquence d'un hôpital en quarantaine avec un virus qu'ils appellent le SRAS. Et la série a été tournée, en tout cas ces épisodes-là, au mois de novembre. Donc beaucoup d'internautes et beaucoup de spectateurs. T'as des bons goûts de série, Philippe, Christophe. De quoi? Bah non, mais bon, j'ai pas dit. Il a développé des goûts bizarres depuis le confinement. Ah non, mais ne sois pas honteux, c'est pas grave. Non, mais j'assume, je regarde Plus belle la vie, j'aime bien, ouais. Ouais, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il est où le problème? Abdeshabitage. Il n'y a aucun problème. Abdeshabitage sur les fake news, parce que toi aussi, tu en as été victime, parce qu'on parle de la campagne électorale, tu as connu ça, les fake news, des choses qu'on peut dire sur toi, etc. Oui. Dans les victimes. Alors, tu sais, on consacre plus de temps à démonter une fake news que de la créer. Donc, il faut vraiment dépasser ça. Il faut déconstruire ces idées préconçues. Et je crois que faire de la pédagogie, c'est vraiment nécessaire. Mais moi, je voulais réagir sur ce que disait Philippe tout à l'heure concernant justement ces personnes qui sont encore au travail. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal de demander un confinement et en même temps demander aux gens de continuer à travailler. Mais je voulais juste imaginer si les commerces étaient tous fermés, s'il n'y avait pas de services de secours et autres. Et là aussi, sur cette histoire, je parle un petit peu de façon décousue, vous me pardonnerez, mais j'ai laissé défiler un petit peu, je voudrais revenir sur certains points. Mais sur l'histoire des élections du premier tour, qui n'aurait pas dû être fait. Alors, rétrospectivement, aujourd'hui, quand on voit un petit peu les choses, on se dit oui, c'est une bêtise totale. Moi, je l'ai pensé depuis le début. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Emmanuel Macron, lorsqu'il a consulté certains partis politiques, je dis certains parce qu'il y a des partis qui disent qu'ils n'auraient pas été consultés, les partis politiques, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, il faut savoir que le Sénat est majoritairement à droite, avec Gérard Larcher comme président. Et Gérard Larcher s'est opposé au report des élections municipales. Donc, il y a eu un premier tour dont le résultat, me semble-t-il, a été biaisé par le fait qu'il y ait eu un fort taux d'abstention. Beaucoup de gens ne se sont pas rendus dans les isoloirs pour exprimer leur vote. Et évidemment, on se retrouve avec des gens qui sont en première position, en seconde position. Et ça remet en cause la sincérité du scrutin. Donc, moi, je dis qu'au stade où on en est, et je pense que le Conseil constitutionnel est de mon avis, qu'il faille tout recommencer à zéro parce que… Le Conseil d'État, en tout cas, a donné son point de vue et il est d'accord avec le gouvernement. En même temps, il peut pas être contre parce que c'est lui qui est là pour conseiller le gouvernement. Donc, mais le Conseil constitutionnel, lui, est le garant de la Constitution et il n'a pas le même discours. Et on irait, j'emploie le conditionnel, parce que évidemment, ni toi ni moi sommes décideurs et c'est bien dommage. Mais, ça se saurait. Oui, ça se saurait exactement. Mais un jour peut-être. Mais comment dire, sur la suspension des élections, moi je dis qu'il faille recommencer à zéro. Parce que je remets en cause la sincérité du scrutin, parce qu'on a expliqué aux personnes que de ne pas aller rendre visite aux grands-parents dans les EHPAD pour ne pas les exposer, qui est une explication raisonnable, que je partage complètement, mais en même temps, on demande aux gens de se déplacer dans les bureaux de vote pour justement exprimer leur vote. Donc, ça me pose problème et le résultat n'est pas au rendez-vous. Oui, ça c'était complètement inutile et ils ont mis vraiment la vie de la population en danger. Ça c'était vraiment inconscient, inutile et c'était vraiment catastrophique. Les commentaires sur Facebook, là, vous irez, vous nous laissez vos commentaires. Christophe, justement, il y a des commentaires de la part de Camille Cantera tout à l'heure, lorsqu'on parlait du fait de rester chez soi. Elle dit, et pour ceux qui travaillent, restez chez soi, vous êtes drôle, mais il y a toujours des risques pour nous qui travaillons. Il y a Fanny Raja qui répond et on nous dit de rester chez nous, mais franchement, je me sens pas en sécurité, je sors
pas, mon fils non plus, mon grand-père non plus, mais mon mari qui travaille sans protection, il sort sans protection, on se sent pas tous en sécurité. On se sent pas du tout en sécurité. C'est vrai, moi, c'est le même cas pour moi. Moi aussi, mon mari va travailler et j'avoue que même étant confinée, je me sens pas du tout à 100% en sécurité. Hein. Ouais. On a développé des TOC depuis le confinement. On n'arrête pas de se laver les mains chaque 2 minutes. À chaque fois qu'on touche un objet ou un aliment, on se relave les mains. Mais malgré tout ça, on n'est pas du tout, on n'est pas protégé. Le danger nous guette. Et puis, on dit à ceux qui peuvent rester chez eux qu'ils le fassent pour leur bien et pour le bien de leur entourage, mais ceux qui sont dans l'obligation, évidemment, de sortir, c'est pas moi qui l'ai inventé, ils peuvent sortir, mais ils font attention à eux au maximum. Après, comme comme j'ai reçu une vidéo dans laquelle une jeune fille s'exprimait en disant ceux qui sortent malgré toutes les consignes, laissez-les, c'est une liberté, mais au lieu de sortir avec une déclaration sur l'honneur, qu'ils sortent avec une décharge. Comme quoi, ils assument, ils savent qu'ils peuvent mourir à n'importe quel moment, ils acceptent le fait de mourir je suis pas tout d'accord. seuls, loin de leurs parents. Non, mais T'es pas d'accord, Philippe. T'es pas d'accord, Philippe. Oui, Fais-le je vais savoir. t'expliquer pourquoi. Ouais, j'entends très bien ce que tu me dis. Là, c'est une privation de liberté. Non, mais J'ai moi, pas fini. je suis pas d'accord non plus, Philippe. Anna. Hein. Je ne suis pas d'accord. J'ai juste dit Anna. que j'ai reçu Anna. là. Oui. J'ai pas fini. Et même Est-ce que la je peux personne finir qui l'a posté, oui, d'accord, même la personne qui l'a posté, c'était ironique, hein, évidemment. C'était ironique. Bon, je suis pas en train d'inviter les gens à sortir Anna. avec une déclaration. Oui, vas-y. Je suis juste en train de dire que la liberté des uns et des autres commence là où s'arrête, s'arrête là où commence celle des autres. Je veux dire par là que la personne elle a envie de se suicider, c'est son problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, je ne peux pas lui reprocher ça. Par contre, elle peut tuer d'autres personnes. Et ça, oui. C'est pour ça que je dis je suis pas d'accord. Il faut éviter de sortir au minimum. Effectivement, oui. je rejoins Abdeslam. Il y a les services d'urgence qui ont besoin de fonctionner. Moi, je veux rendre aussi un hommage appuyé à tout, bien sûr, le personnel hospitalier, les pompiers, les forces de l'ordre, mais aussi les caissiers, les caissières, les gens qui approvisionnent, qui nous permettent de pouvoir nous alimenter. Sinon, et les fermiers, et les agriculteurs et ceux qui sont dans les usines pour faire émettre et les livreurs, enfin, tous ceux qui permettent le bon fonctionnement. Mais si votre présence n'est pas indispensable, et moi j'en appelle aux patrons des PME et des TPE, n'oubliez pas que si vous exigez que vos employés soient présents, vous devez leur garantir l'espace de sécurité, leur garantir du gel hydroalcoolique, leur garantir des gants, leur garantir des masques. Et si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, votre employé a le droit d'appliquer son droit de retrait. Il vaut mieux avoir une baisse de l'activité momentanée. D'ailleurs, le gouvernement va débloquer 300 milliards que d'avoir sur la conscience, en tout cas, des dizaines et dizaines de collaborateurs qui vont mourir dans d'atroces conditions. Donc, je crois que maintenant, c'est plus le moment de prendre ça à la légère. Hier, 474 morts. Il faut arrêter de tergiverser, Philippe, si j'ai bien compris. Il faut arrêter de tergiverser. Il faut tous se reprendre pour qu'on soit tous sur la même ligne. Aujourd'hui, la solidarité doit primer, la collectivité doit primer pour combattre ce fichu virus. On n'y arrivera pas, hein, sinon je peux vous assurer que on parle de la Chine. Alors c'est vrai que la Chine, on peut parler de ce côté un peu dictatorial, etc. C'est clair, c'est net. Mais ça a fonctionné. Regardez ce qui se passe concrètement aujourd'hui. Ça a commencé aux alentours du 20 décembre en Chine. Ça s'est terminé maintenant. Là, ça y est, tout est réouvert. Et pour la petite histoire, alors que Trump se moquait du virus au tout début, aujourd'hui, tous les magasins sont fermés. Tous les magasins Apple sont fermés aux États-Unis, alors qu'en Chine, ils sont tous ouverts. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la Chine, elle est en train de dire, voilà, nous, on va vous apporter notre aide. C'est pas pour rien qu'elle a livré 1 million de masques chinois qui arrivent en France. Et aujourd'hui, l'économie chinoise va repartir. Ils vont être les rois du monde aujourd'hui en matière d'économie. Et voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas évidemment pour une politique dictatoriale, mais au bout d'un moment, il va falloir que quand même les gens prennent conscience qu'aujourd'hui, là, on est en confinement. Ça ne fait plaisir à personne. Je peux vous assurer que de rester à la maison. Christophe, que pensez-vous de la décision de Poutine, de sa façon de gérer la crise? 5 ans
Vous m'entendez? On t'entend. Oui, oui, Oui. oui. Ouais, explique-nous comment gère Poutine. Bah, le fait qu'il c'est interdit de sortir sous peine de prison, 5 ans de prison. Oui, bah, c'est un peu ce qui se passe Est-ce aussi que en c'est Italie. est-ce que c'est exagéré ou est-ce que c'était la Alors, façon, ça c'était peut paraître, comme ça ça peut qu'il fallait paraître procéder en exagéré. France dès le départ? Non, mais ça peut paraître un peu exagéré. Maintenant, on sait que malheureusement, il n'y a que la répression qui fonctionne lorsqu'il y a urgence et lorsqu'il faut comprendre les choses. Déjà, l'amende de 135 €, j'en connais autour de moi, je vais nommer personne, mais il y en a déjà qui ont été victimes. Hein. Voilà. Non, mais, voilà, non, mais je ne nommerai personne. Mais je vous assurer que quand le mec va avoir 135 € une fois, éventuellement une deuxième fois, la troisième fois, il va comprendre. Malheureusement, il y a comme ça qu'on comprend. Alors, parfois, on peut se prendre une amende et on peut la contester parce qu'on estime que c'est pas justifié. Là, on n'est plus dans ce domaine-là. Maintenant, on est dans un domaine où il faut tous collectivement prendre conscience qu'on a une dure période à passer, parce que ça va être dur, autant se le dire tout de suite. Rester à la maison, moi, je suis au 13e jour, déjà, j'en peux plus, je suis obligé de sortir. Voilà, il va falloir qu'on soit tous raisonnables si on veut s'en sortir. Sinon, voilà, on ne s'en sortira pas. Soraya, on t'a pas entendu depuis un petit moment là sur ce qu'on évoque et le débat en cours. T'entendant parler, je pensais, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se sont mis au footing là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et là, on voit tout le monde courir, donc tout le monde a peur de finir gros et moins musclé, donc. De toutes les façons, cet été, si on survit, on sera tous gros à force de manger des pâtes et de ne rien faire. Les mecs qui se la racontent en allant à la salle de sport, en faisant les gonflettes, là, ça va les calmer un peu au moins. Hein, on va tous redevenir égaux. Hein, non, mais il y en a qui ont acheté des kilos de pâtes pour remplacer les poids, Philippe, t'inquiète. Oui, oui. Le corona rend égal, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors justement, Abdeslam, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les commentaires qu'il y a en ce moment sur Facebook, sur la page Christophe Le Grand Forum? Parce qu'on vous invite à réagir avec nous, à interagir. Vous avez votre avis à donner comme le Grand Forum classique. C'est vous qui avez la parole, c'est votre émission. C'est pour vous qu'on l'a fait, hein, cette émission. Attends, je viens d'avoir je sais pas si c'est un commentaire ou pas, mais bon, 3e jour de confinement, ma femme me dit d'aller faire un tour et qu'elle payera l'amende. Ouais. Moi, ils n'ont pas perdu l'humour, c'est bien. Ah non, mais l'humour, c'est extraordinaire. Hein. Mon ami m'a envoyé un message. Il faut qu'on ouvre un site pour compiler toutes les perles en fait de cette période parce que c'est énorme tout ce qui se dit. Hein. Oui, Yana, tu as un commentaire. Oui, mon amie et voisine m'a envoyé un message me disant j'hésite entre le divorce ou l'infanticide. La situation est tellement difficile parce que c'est vrai, être enfermé au bout d'un certain moment, ça crée des tensions. Hein. Ça crée des tensions. Et justement, je voudrais rebondir sur ça, Christophe, si tu me permets, pour faire passer un message en parlant de féminicide et tout ça. Il n'y a pas longtemps, c'était vraiment c'est un grand problème depuis des années. Et être confiné avec un homme dangereux, ça n'arrange pas les choses. Ça rend les choses encore beaucoup plus difficiles. Il y a une affiche qui circule sur le net. Il est déconseillé de sortir, mais il n'est pas interdit de fuir. Mesdames, ou si vous connaissez une personne qui souffre ou qui est en danger, n'hésitez pas d'appeler le 3919. Il y en a pour qui la situation est beaucoup plus difficile que pour d'autres. Nous, on est là juste avec les enfants ou avec nos maris, ça nous arrive de nous plaindre, mais je veux dire dans une bonne ambiance, quoi, ou une ambiance plutôt calme. Mais d'autres personnes qui vivent des conflits. Comment? Non, tu veux nous raconter, assis-toi sur le divan, on va en parler ensemble si tu veux. Qu'est-ce qui t'arrive de te plaindre alors? Qu'est-ce qui se passe? À moi, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, je sais pas, parce que tu dis ça nous arrive de nous plaindre, etc. Alors raconte-nous, vas-y, on veut tout savoir. On se plaint des enfants qui ne supportent plus d'être enfermés et qui montent en crescendo. Ça y est, ils deviennent de plus en plus agités. On a essayé, le 3e jour, on a déjà puisé un petit peu toutes nos idées, les activités. On a fait le tour entre coloriage, ça. On aura fait des gâteaux, on a fait des activités ensemble, mais à un moment, ils s'ennuient, les pauvres, il faut les comprendre. Moi, je pense à ceux qui se trouvent dans des appartements où c'est beaucoup plus difficile, le bruit monte, c'est dérangeant, tout ça. Oui. Et puis, il y a, comme je disais, il y a quelques personnes le vivent
d'une façon beaucoup plus difficile que pour d'autres. On est en prison, quoi. On est en prison. 19h38, on est en direct. 19h38, on est en vie, messieurs, dames. c'est ça le plus Oui, important. on est en direct, la preuve étant. 19h38, donc sur Christophe Le Grand Forum. On va maintenant écouter un docteur, parce que c'est toujours bon de les écouter. Hein, c'est sur eux que notre esprit, que notre attention s'arrête, surtout en cette période de confinement. On a besoin de savoir, on a soif de savoir, de leur savoir justement. Et à ce propos, on va écouter, si vous le voulez bien, et regarder le docteur Klein qui a son avis à nous donner sur ce qui se passe en ce moment. Bonjour, je suis le docteur Philippe Klein. Je vous parle depuis Wuhan, où nous avons subi cette terrible épidémie de coronavirus. Je dirige dans cette ville une clinique internationale. Cela fait maintenant 2 mois et demi qu'a débuté à Wuhan une épidémie que les autorités scientifiques chinoises ont rapidement imputée à un nouveau virus qu'aucun système immunitaire ne connaît sur la planète, en l'occurrence un nouveau coronavirus. C'était pour nous une situation inédite, avec un ennemi inconnu et invisible, et il a fallu s'adapter jour après jour et lutter dans une véritable course contre la mort. Cette lutte a rapidement pris la tournure d'une guerre que nous avons menée avec un courage, une solidarité et un esprit de sacrifice collectif. Maintenant, je veux prendre la parole. Je veux prendre la parole pour expliquer aux Français ce qui s'est passé ici, afin qu'ils comprennent ce qu'il faudra faire chez nous pour arriver au même résultat. Même si la Chine vous semble très loin, même si les Chinois vous semblent différents, il s'agit du même virus, et ce virus s'attaque de la même façon à tous les êtres humains. Malgré tous les efforts réalisés en Chine pour arrêter cette épidémie, le virus est aujourd'hui en train de se répandre et de se multiplier en Europe et chez nous. J'ai vu sur la télévision française des spécialistes dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Alors que la situation se détériore rapidement maintenant en France, ils se rappelaient, ces spécialistes, tout à coup, que le virus était passé par la Chine, que l'épidémie était maintenant finie en Chine et qu'il allait en être de même en France, peut-être sans trop rien faire. Alors, il s'agit là d'une méconnaissance totale de ce qui a été fait ici à Wuhan et dans le Roubaix, de cette guerre implacable qui a été organisée contre le coronavirus dans l'optique de protéger la Chine continentale et le monde, d'éviter une surmortalité et de permettre aux habitants de reprendre une vie normale, une vie sociale normale le plus rapidement possible. Écoutez-moi bien, les Chinois vont gagner cette guerre. Ils vont gagner cette guerre contre la montre en 3 mois. Mais il faut que vous sachiez à quel prix. Vous devez absolument le savoir. Les premières alertes d'une probable épidémie à Wuhan sont arrivées fin décembre 2019. Puis les cas ont augmenté jour après jour pour s'accélérer après que l'on ait eu l'annonce que la transmission pouvait être entre les êtres humains. Les autorités chinoises, elles ont alors réagi en mettant en quarantaine la province du Hubei, où se situe la ville de Wuhan. Ça veut dire mettre en quarantaine 56 millions de personnes. Ils l'ont fait le 23 janvier 2020. Il s'agissait d'arrêter les transports en commun, les commerces, fermer les gares et fermer l'aéroport international, fermer les frontières de la province. En ce qui concerne les écoles, fort heureusement, elles étaient déjà fermées depuis plus de 2 semaines, car nous étions au moment du Nouvel An chinois. Les gens pouvaient à ce moment-là toujours se déplacer pour aller s'acheter à manger ou bien pour se promener. Les médecins, il fallait absolument s'adapter à cette nouvelle situation. Nous manquions de masques, nous manquions de protection, nous manquions de lits. À ce moment, la prise en charge des patients présentant des symptômes peu marqués, c'est-à-dire 85% des personnes dans le cadre de cette infection, étaient confinées à leur domicile. À la mi-février, les autorités chinoises ont constaté que toutes ces mesures étaient insuffisantes. L'épidémie n'était pas contrôlée après 3 semaines de quarantaine. Et donc, il fallait absolument intensifier la guerre. Et c'est à ce moment-là que les autorités chinoises ont pris 2 mesures radicales qui ont changé le cours des choses. 2 mesures radicales qui ont permis de finalement contrôler en 4 semaines l'épidémie. La première chose a été qu'ils ont imposé un confinement strict
à toute cette population de 56 millions de personnes, c'est-à-dire la nécessité de rester dans ces appartements. Et ceci a été permis parce qu'il y a eu une solidarité autour d'une chaîne logistique pour alimenter toutes ces personnes, pour leur apporter à manger. La deuxième mesure qui a été déterminante, c'est la nécessité, l'obligation pour les personnels médicaux de caractériser tous les cas de patients présentant le coronavirus, c'est-à-dire de sortir de la population ne présentant pas le coronavirus, tous ceux qui étaient infectés de façon logique à arrêter l'épidémie. Ceci a été permis grâce au travail des médecins qui ont isolé les patients présentant le coronavirus et les patients au contact de ces sujets sur des critères cliniques, sur des critères scanographiques essentiellement, car on sait que ce coronavirus donne des pneumonies avec des images tout à fait caractéristiques au scanner thoracique. Et puis, ils ont aussi réalisé des tests PCR, mais ils se sont rapidement rendus compte qu'il y avait beaucoup de faux négatifs. Donc, ils ne se sont pas totalement concentrés sur ces tests PCR. À partir de là, les sujets qui présentaient le virus et présentaient des formes graves, c'est-à-dire à peu près 15% des cas, ces sujets-là ont été bien entendu hospitalisés. Les sujets présentant des formes mineures, donc 85% des cas, ont été placés tous ensemble en confinement dans des stades. Et les sujets contacts, eux, ont été placés dans des hôtels. Je peux vous dire que la population chinoise, elle a adhéré avec courage, avec patience, avec solidarité, parce qu'elle a rapidement compris la gravité de la situation et qu'elle a rapidement compris les enjeux. Au prix de ces efforts que je viens de vous décrire et de ces procédures implacables, la Chine va maintenant contrôler l'épidémie sur son territoire en 3 mois, avec entre 4 000 et 5 000 décès, malheureusement, et entre 80 000 et 100 000 cas de personnes infectées. Mais que sont ces chiffres par rapport à une population de 1,5 milliard de personnes? Je vous parle ici parce que j'ai la conviction intime, pour l'avoir vécu dans ma chair, avoir vécu toute cette crise sanitaire ici à Wuhan, en Chine, que toute mesure moins performante que celles appliquées en Chine entraîneront un plus grand nombre de morts et des conséquences économiques désastreuses dues à une épidémie plus longue dans le temps. Je vous exhorte donc, vous, Français, à appliquer à notre façon, dans un souci de santé publique et dans un souci de protection des individus, les règles de maîtrise efficaces prouvées ici par la Chine, et cela le plus vite possible et de façon implacable. J'ai une pensée énorme pour les patients qui souffrent en France, pour mes collègues médecins et les infirmières, ainsi que pour toute la population. Je vous soutiens de tout mon cœur parce que je suis passé par là. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Sur la page Christophe, le Grand Forum, il est absolument terrible, ce témoignage de Philippe Klein, docteur du côté de Wuhan en Chine. Il rapporte l'expérience donc de ce qu'ont vécu les Chinois. Ils s'en sont sortis, vous l'avez compris, l'économie redémarre. Les Chinois ont été extrêmement disciplinés. Ce qui n'est pas encore le cas, c'est ce qu'a déploré encore cet après-midi le président de la République Emmanuel Macron, des Français. Alors, le temps passe vite, les amis. On va terminer comme chaque soir. Oui, oui, on entend. Ah, Samia. Samia, tu es de retour. Ouais, super. Oui. Peut-être petite réaction, on va faire un tour de table, entre guillemets. Petite réaction sur le témoignage de Philippe Klein. C'est ultra parlant, quoi. Samia. Complètement. Alors justement, tout à l'heure, on débattait sur les conditions qui sont déjà mises en place ici en France. Moi, je voulais intervenir parce que justement, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans le dispositif actuel. On parlait des gens qui vont travailler, qui rentrent à la maison, qui du coup peut-être ramènent le virus à la maison. On parlait du fait qu'il y avait un dispositif qui était mis en place, télétravail avec les employeurs, etc. Mais je trouve qu'on n'a pas la communication
communication n'est pas assez forte à destination des employeurs, que ce soit pour le dispositif de sécurité d'hygiène concernant leurs salariés, mais également la communication qui pourrait justement forcer même leurs salariés, en tout cas, ils devraient eux les exhorter à rester à la maison. Ce combat, la Chine, elle est en train de le gagner, j'ai envie de dire, effectivement par le confinement total, donc qui a été évoqué à l'instant, et puis justement par un ravitaillement qui était fait et qui est encore fait une fois par semaine. Donc je pense que ici en France, on est capable de le faire. Donc moi, ma question, c'est pourquoi ne le fait-on pas? Pourquoi attend-on? Ouais, la question reste posée, Samia, effectivement. Alors, on va terminer par les coups de gueule et les coups de cœur. C'est tout ce qu'on a pu lire, entendre, regarder, ce qui nous a interpellés. Samia, puisque tu as la parole, est-ce que tu as un coup de gueule? Oui, Philippe. Je voudrais juste apporter un complément d'information technique sur ce que c'est le test PCR. Le docteur Klein l'a dit plusieurs fois. C'est Polymerase Chain Reaction. C'est le test qu'on fait pour avoir la réaction positive ou négative aux différents coronavirus. Très bien. Merci pour la précision technique avec un accent parfait en anglais, cher Philippe. Alors, pour terminer, les coups de gueule et coups de cœur, c'est vous qui choisissez, messieurs, dames, votre coup de gueule, votre coup de cœur. Samia, Chiki, un coup de gueule ou un coup de cœur ce soir? On a encore perdu Samia? C'est pas possible. Bon. Mon micro a été coupé. C'est bon. Voilà. Non, je suis là. Voilà. Mon micro chère Samia, un coup de gueule ou un coup de cœur ce soir? Non, moi j'ai envie d'apporter vraiment de la positivité et puis donc c'est un coup de cœur. Moi, c'est vraiment l'élan de solidarité qui est en train de se mettre en place dans la société civile, que ce soit par ces fabrications de masques, même si certains vont être inefficaces. Enfin voilà, il y a un élan de solidarité magnifique. Des gens qui déposent leurs courses devant la porte de leurs voisins qui ne peuvent pas sortir parce que ce sont des personnes âgées. Enfin voilà, moi je vois via les réseaux sociaux et puis via mon entourage et mon voisinage qu'il y a vraiment de belles âmes qui sont en train de se dévoiler et je pense que c'est un bon signe pour l'avenir et je pense qu'on doit continuer dans ce sens parce qu'on est tous dans le même bateau. Positive attitude pour Samia Chiki ce soir. Soraya Rachidi, coup de gueule ou coup de cœur ce soir? Pareil, coup de cœur. Donc je répète tout pareil comme Samia et en fait, du coup, le confinement interdit aux humoristes de se produire sur scène, hein, c'est logique. Et en fait, je peux pas m'empêcher de sourire quand je vois l'innovation de certains. Et donc, comme notre confrère Islam qui sur Instagram, du coup, je crois tous les soirs, il va faire une nouvelle page Instagram. Et tous les soirs, il invite des collègues à lui humoristes pour se produire sur Instagram. Et c'est très marrant, en fait. Et voilà, j'encourage toutes ces gens, tout cet engouement et ce. En fait, quand on est confiné, on voit qu'on est plein de ressources au final. Et c'est ça que je voulais noter ce soir. Très bien. 2 coups de cœur par Soraya et Samia. Abdestabitash, coup de gueule ou coup de cœur ce soir? Alors hier, c'était un coup de gueule concernant justement les gens qui dévalisaient les magasins et qui étaient dans le chacun pour soi. Et bien sûr, le message que je veux envoyer aujourd'hui, qui est un coup de cœur, c'est un message de solidarité et d'admiration par rapport au peuple chinois. Alors on va me dire, oui, mais les Chinois, quand on voit comment ils se conduisent avec les Ouïghours, alors il ne faut pas confondre le peuple chinois et les autorités chinoises. Moi, le peuple chinois, j'en suis admiratif. On a d'abord vu de loin avec nos yeux d'occidentaux un pays qui était totalement confiné. On en riait presque. Ensuite, les Italiens, et on a moins ri quand il s'est agi de nous. Donc, quand je vois le travail qu'ils ont fait au bout de 3 mois justement pour endiguer ce fléau, je me dis que nous, avec nos 15 jours, d'abord les 15 jours, j'y crois absolument pas. Je pense qu'il faut s'y préparer, ça durera beaucoup plus longtemps, mais je préfère garder une note positive et respect au peuple chinois qui justement a su, de par sa discipline, se tenir à toutes ces mesures. Et si aujourd'hui le nombre de contaminés est en déclin,
c'est surtout dû à leur rigueur. Et à eux, j'envoie un coup de cœur. Coup de cœur, donc notre ami Abdestamitash. Philippe Boyaki, coup de gueule ou coup de cœur ce soir? Ah bah écoute, je vais faire un coup de gueule si vous me permettez. Ah bah oui, il en fallait bien. Ah bah oui, un coup de gueule à monsieur, à ces messieurs les sénateurs et ces dames les sénatrices, surtout à Jean-Michel Larcher, qui n'a pas envie de perdre son siège au Sénat et qui veut vraiment que les élections municipales se fassent, parce que vous savez que c'est Gérard Larcher, hein, Philippe. C'est Gérard. Ouais, Gérard, Michel. GG. Oui. GG. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a présenté les lois d'urgence, les lois d'état d'urgence sanitaire, et elles seront débattues demain à l'Assemblée nationale. Et dans l'une d'elles, les sénateurs ont mis un amendement pour le délai de dépôt des listes pour le deuxième tour. La Constitution est bien claire. Alors, il y a encore quelques trucs à la marche, mais si les élections n'ont pas lieu le 15 juin, parce que la loi permet 3 mois, la Constitution permet 3 mois après le premier tour, le deuxième tour, faudra tout refaire. Et visiblement, ces messieurs n'ont pas envie de perdre leurs grands électeurs qui élisent les sénateurs et qui éliront le président du Sénat. Alors, ces messieurs, dames, les sénateurs, sénatrices, grassement payés sur le dos du peuple et qui ne risquent pas grand-chose, en tout cas, qui sont bien confinés, demandent à tous les candidats du deuxième tour de déposer leur liste. Écoutez bien, délai de dépôt des listes le 24 mars, c'est un mardi prochain, à 18h au plus tard. Alors que nous sommes en total confinement. Vous allez avoir des milliers de candidats ou de mandataires du deuxième tour qui vont se retrouver dans un goulot d'étranglement en préfecture. Le gouvernement freine des pieds en disant attendez, c'est pas possible, c'est 5 jours avant le deuxième tour, le délai légal. Et là, on assiste, mais je crois que ces gens sont fous. Ils sont complètement dingues. Donc, on va demander à des gens qui vont être présents au deuxième tour des élections municipales qui auront peut-être lieu au mois de juin, et je dis bien peut-être, parce que on attend mi-mai la décision du comité d'expertise et des scientifiques pour savoir où est-ce qu'on en est sur cette épidémie, sur cette pandémie. Est-ce qu'on est au pic? Est-ce qu'on est la deuxième vague ou pas? Pour savoir si on les maintient bien mi-juin, fin juin, début septembre, fin septembre, voire même, moi je dis la chose suivante, il faut tout reporter au mois de mars l'année prochaine, puisqu'au mois de mars l'année prochaine, il y aura les départementales. Autant faire une pierre deux coups. C'est possible de reporter d'1 an les élections. Hein, c'est par décret, par ordonnance, ça se fait sans aucun problème. Ça s'est fait en 2008, puisque les élections municipales devaient se faire en 2007. Et elles ont été décalées parce qu'en 2007, il y avait les élections présidentielles, les élections législatives. Et donc, on a décalé d'1 an les élections municipales qui sont tombées en même moment que les élections départementales. Alors, de grâce, messieurs, oui, on fera tout. Et alors, c'est pas grave. Bah ouais, et alors, vaut mieux tout refaire que d'avoir des milliers de personnes qui se ruent dans les préfectures pour déposer en urgence leur liste et qui risquent de contaminer les uns et les autres. Mais celui qui a été élu au premier tour, Philippe, t'en fais quoi? Ah non, il est élu, lui. Eh ben, il reste élu, d'accord. Oui, d'accord, de refaire simplement. Écoute, honnêtement, je crois qu'il y a un problème de constitutionnalité. C'est soit tu maintiens ce qu'il y a au premier tour et à ce moment-là, tu ne peux pas le décaler au-delà de 3 mois, c'est-à-dire le 15 juin au plus tard. Sinon, tu es obligé, au nom de l'équité et de l'égalité qui est inscrite dans la Constitution, refaire pour tout le monde. Mais là, si tu veux, on est dans une crise sanitaire majeure, on est dans un état d'urgence sanitaire. Donc, ça va. Ceux qui ont été élus au premier tour, ils ont été largement élus. De quoi ont-ils peur l'année prochaine d'aller devant le scrutin des électeurs? Ils ne devraient pas avoir peur, au contraire. Leur bilan, il est bon, puisque là, ils ont été élus. Mais il faut dire une chose, et c'est pour ça que là, je pousse un coup de gueule. Lorsque tu as le Premier ministre, le président qui maintient, pour des raisons, pour faire plaisir à Gérard Larcher, et on le sait pourquoi, qui maintient les élections, et que tu as le Premier ministre, la veille du premier tour, qui dit « Stop, à minuit, vous arrêtez tout, il se passe une catastrophe, son nom ». Eh ben les gens, d'instinct, déjà, premièrement, tu vois bien qu'il y a eu 35% de votants, et c'est la première fois des élections municipales qu'il y a aussi peu de votants. Deuxièmement, tu légitimises, en temps de guerre, tu légitimises le chef qu'il y a actuellement. Tu dis, après, on verra, mais maintenant que c'est la guerre, on n'a pas le temps de voir un autre chef. Et donc, ça a été complètement biaisé par toutes celles et tous ceux qui se sont présentés et que l'être normalement constitué
lorsqu'il a peur, eh ben, il légitimise celui qui sort en place. Et lorsque tu vois le bilan de certains, c'est pas possible qu'ils aient fait des scores à ce point-là. Donc, s'ils sont légitimistes, eh ben, ils disent l'année prochaine, on se remet, et en même temps, il y aura les départementales et on fera une pierre deux coups. Mais là, c'est pas possible. D'un point de vue logistique, il est où l'intérêt de refaire les élections de ceux qui ont largement gagné, comme tu dis? Mais non, c'est une constitution, c'est un problème de constitutionnalité. Tu sais, dans notre pays, on est dans un état de droit. Et le droit, c'est ce qui prime avant tout, d'accord? Et le droit dit que tu as, entre le premier tour et le deuxième tour, maximum pour des raisons bien précises, et là, en l'occurrence, l'état sanitaire et l'état d'urgence sanitaire dans lequel nous nous trouvons le justifie, de reporter de 3 mois. Sauf qu'on ne sait pas si le pic, il est dans 10 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans un mois. Et si le pic est dans un mois, tu penses bien que le temps que ça redescende, ça met un certain temps. Ça redescend pas, tu passes pas de 1000 cas par jour à 2 cas par jour. Non, tu vas descendre progressivement. Et donc, par conséquent, il y a de fortes chances que ça soit décalé. On ne pourra pas le faire au mois de septembre parce que tu as juillet-août et personne ne peut faire la campagne en juillet-août. Et donc, il y a des décalages qui font. Et au mois de septembre, en réalité, il y a l'élection de la moitié du Sénat. Et c'est pour ça que Gérard Larcher ne veut pas que ça soit différé. Tout simplement. Et donc, à ce moment-là, ce qui prime et ce qui fait, c'est que si tu le fais pas dans 3 mois, tu es pratiquement obligé de les reculer d'un an puisque la loi te le permet. Et l'année prochaine, il y aura des élections départementales et ça vaut le coup de faire tout en même temps. Et donc, je suis désolé pour ceux qui sont élus au premier tour, mais aujourd'hui, on est en état d'urgence sanitaire. Et si les gens ne sont pas capables de comprendre qu'en état d'urgence sanitaire, on n'envoie pas des dizaines de milliers de candidats en même temps dans un goulot en préfecture alors que on nous demande d'être confinés, il y a un truc qui ne va pas. Les gens sont devenus fous. Oui. Donc, on arrête. Bon, le coup de gueule bien tranché de notre ami Philippe Boyaki. Est-ce que notre ami Audrey Prodesti est encore parmi nous ou pas, Destem? Non, elle n'est pas là. Non. Est-ce que Anna Guézard-Bocaz est avec nous? Anna, elle n'est pas là. On ne puisse pas voter en ligne en vrai. Hein. Anna est avec nous. Complètement le problème. Oui, Anna? Anna, Oui, coup de gueule ou coup de cœur ce soir? C'est juste une pensée, si vous me permettez. Je sais pas. Ça coupe, hein? Décale-toi. Ça coupe, une pensée pour les là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui, voilà, bouge plus. Oui. Oui. Ok, alors une pensée ne peuvent pas sortir de ça. D'être comment dirais-je contrôlé voilà, par la police. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a et un coup de bourre aux commerçants algériens qui ont fait flamber des fruits et qui ont causé la panique, et un coup de cœur au ministre algérien qui s'est rendu. Oui, le ministre des Commerces, parce que ça coupe, Anna, oui, effectivement. Le ministre du Commerce algérien s'est rendu à l'équivalent de Rungis ici en France pour leur dire de se calmer et de remettre les choses aux normes. Les prix qui ont flambé, effectivement, les commerçants qui ont profité un petit peu de ce qui se passait en Algérie, parce qu'en Algérie aussi, il y a le confinement quelque part. On en est 9 morts, je crois, aujourd'hui, 60 cas. Donc, les écoles sont fermées, etc. Et les commerçants ont eu la très bonne idée, ou très mauvaise idée, pardon, d'augmenter les prix. Et le ministre des Commerces a été les voir directement en leur demandant de se calmer et de reprendre raison. Alors, en matière de coup de gueule et de coup de cœur, il aurait quand même pu mettre donner l'exemple, parce qu'il est entouré d'une foule. Et puis, ça aurait été vraiment parfait pour donner l'exemple, quand même. Le ministre du Commerce. Bon, on va lui en envoyer un peut-être. En parlant de coup de gueule et de coup de cœur, on va terminer avec quelqu'un que vous voyez régulièrement sur la page Christophe Le Grand Forum. C'est un chroniqueur du LGF. Christophe, oui. Voilà, à chaque fois, je comprends le prénom. Oui, Soraya, vas-y. J'ai une question par rapport à la remarque à la pensée d'Anna. Imaginons qu'il y a un sans-papier qui se fasse contrôler. On est d'accord qu'il n'y a plus d'expulsion du territoire français, là? Non. Bonne question. Oui, tout à fait, tu as raison.
Bonne question, il n'y a plus d'avion. Donc, oui, donc tu leur dis qu'ils peuvent sortir tranquillement. Les titres de séjour ont été prolongés de 6 mois. Ah, les titres de séjour, mais ceux qui n'ont pas les papiers, du coup, Samia, parce que je pense qu'elle parlait d'eux. Là, il n'y a plus de vote. Il y a toujours un risque, hein, de toute manière, hein, la mise en centre de détention. Non, ça c'est sûr, ils seront pas expatriés. Ça, c'est sûr et certain. Ils seront pas expatriés, mais peuvent être mis dans des centres de rétention. Oui, tout à fait. Exactement. Rétention, mais totalitaire, c'est pas le top. Hein. Ils sont même pas capables de trouver des logements au SDF. Alors justement, concernant les SDF, je sais pas les SDF, les hôtels. Alors justement, il y a le ministre du logement justement hier qui a déclaré donc qu'il y aurait des chambres d'hôtel et des centres d'accueil donc qui seraient ouverts. Donc depuis hier, il y a des chambres d'hôtel et des centres d'accueil donc qui ont été mis à disposition. Après, à vérifier si le travail a été fait. Il y avait 150 places de disponibles dès hier. Donc je sais pas, est-ce que le travail a été fait, c'est à vérifier. On va suivre ça de près. On va suivre ça de près. Oui, Philippe. Allô. Oui. Excusez-moi, il est 20h et à 20h. On remercie tout le personnel hospitalier, tout le personnel. Bravo, merci. Voilà, effectivement. Bien joué, mon pépé. Alors, je voudrais qu'on termine avec un peu d'humour, quoique des fois c'est un peu grinçant. C'est notre ami Hicham Terak, que vous voyez régulièrement sur notre page Christophe Le Grand Forum, qui fait depuis sa voiture des coups de gueule bien tranchés, bien tranchants. Je vous propose de vous regarder son dernier coup de gueule. On va juste lui dire quand même que Hicham, il faut pas aller dans la voiture, il faut plus sortir, il faut que tu les fasses à la maison maintenant. Il faut que tu trouves un nouveau moyen de faire tes coups de gueule. Hicham Terak, mes amis, on le regarde. C'est le petit coup de gueule, ou je dirais plutôt petit coup de flip. Eh ma frère, t'as dû recevoir cette vidéo du gars avec une équipe qui ont fait des recherches sur ce fameux Covid-19. Ah, t'as dû la recevoir par WhatsApp ou sur Messenger. Eh, le mec, il est déter de ouf. Le boug, il est en train de nous dire qu'avec son équipe, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé des brevets, des informations pourraient sembler être compromettantes. Ouais, parce qu'apparemment, les labos chinois, ils bossent main dans la main avec les labos français. Alors, j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout. Habituellement, je transfère pas, mais là, je me suis dit quand même, c'est chaud. Le mec, il ramène des preuves, il monte sa tête, il est vraiment motivé. C'est qu'il a sûrement dû trouver quelque chose. Peut-être un petit bout de vérité. Mais tout reste à vérifier, bien sûr. Et le mec, il lâche des noms, hein. Des noms de personnalités françaises. Style Agnès Buzyn, son mari, et des adresses en France. Et apparemment, tout ça, on le retrouve dans un rapport. Sur un site internet ou je sais pas quoi, où on peut retrouver les dépôts de brevets. Tu sais, les brevets, c'est quand tu fais des inventions. Et là, le mec nous dit clairement que ce virus, celui qui est en train de nous mettre la misère, aurait été inventé. Ça serait une sorte de petite invention franco-chinoise. Ouais, j'ai bien dit franco-chinoise. Donc de là, je me dis, bon, complot, Illuminati, nouvel ordre mondial. Et puis ce matin, c'est pas je me lève et je tombe sur un article de Mediapart. Je dis pas qu'il va dans le sens de la vidéo du mec que tout le monde s'est transféré. Je dis juste que cet article de Mediapart met en lumière certains points importants. Et le pire, c'est que Mediapart ne se trompe quasiment pas. Voire jamais. Donc c'est encore plus flippant et plus chaud. Je vais pas rentrer dans le détail parce qu'à mon avis, vous allez tous le lire. En tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que dans les prochains jours, voire les prochains mois, il y a des têtes qui vont tomber. Et il va y avoir des distributions de bracelets. Affaire suivante. Ah ben alors comme ça, on crée des virus, on le dit pas. Après ça s'échappe et ça tue du monde. C'est pas bien ça. Et pourquoi vous avez fait ça? Pour l'argent? Il y a pas d'autres activités, je sais pas moi. Ouvrir une chicha. Vendre des armes, ça vous suffit pas. Donc si je comprends bien, vous voulez créer des maladies pour vendre des médicaments? Mais vous êtes pas bien dans votre tête, dites donc. Jetez-vous en l'air. Parce que si c'est vrai, c'est que vous êtes de la pire espèce. C'est de la grande bâtardise. Un fils de puterie. Et bien sûr, si vous m'écoutez. Et si c'est pas vrai, n'oubliez pas que cette vidéo est un billet d'humeur et d'humour. Ceux qui nous dirigent nous prennent vraiment pour des moins que rien. Et depuis plus d'un an, on nous prend tous pour des cons, des bœufs. Mais si dans cette histoire, on s'aperçoit que des membres du gouvernement étaient au courant de ce qui se passait là-bas, je crois que ça va chier, ma frère. Si c'est vrai, je vous souhaite d'être rattaché, menotté, de vous faire fouetter par des infirmiers. Et avec cette vidéo-là, je vais passer direct dans la case des complotistes. Allez, fin de carrière. Bon, sinon, comment ça se passe le confinement pour toi? Moi, sur la tête de mon slip, que j'ai une galère de malade. Sur ma vie, que j'ai une souris qui m'a bouffé des pâtes dans ma cuisine. Des pâtes! Tu sais combien ça coûte des pâtes aujourd'hui? Une denrée très rare, plus important que du caviar. C'est pas elle que moi j'ai bataillé pour l'avoir, ce paquet de pâtes. Elle me l'a démonté, elle l'a grignoté, et ensuite elle m'a chié dans le tiroir. Démonter ma cuisine pour la débusquer,
Je l'ai même pas retrouvé. Ce matin, je l'ai pisté. J'ai vu qu'elle a refait un tour. Mais j'ai tout surélevé. De manière à ce qu'elle ne puisse rien grignoter. Quoi qu'il arrive, je sais comment ça va se terminer. J'ai une petite idée, ouais. Ouais, j'ai une petite idée, ouais. Ouais, ça va être tranchant. Like, commente et partage. Et pluie de cœur sur toi, mon frère. Jette-toi en l'air et va te faire follow, bien sûr. Bon, bah, moi, je vais aller m'occuper de Mickey. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Ah, qu'est-ce qu'il est bon, notre Hicham Terrak. En tout cas, on aime le retrouver et on s'est dit qu'il nous fait des vidéos régulièrement. On s'est dit que terminer avec lui, c'était quand même plutôt pas mal pour essayer de dédramatiser. Voilà. Alors, je vais remercier ce soir. On a fait un peu plus long qu'hier. On fera tous les soirs, on sera là durant ce confinement pour vous accompagner. Vous pouvez commenter, partager, liker, bien sûr, cette émission en direct sur Facebook avec la contribution aux manettes de Abdeslamitache et de Philippe Boyaki, que je remercie, mais je remercie aussi Samia Chiki d'être venu ce soir et j'espère te revoir très vite en studio. Il va falloir un petit peu attendre. Soraya Rachidi aussi, qui a été de la partie pour la deuxième fois, ainsi que Anna Guézard-Boicaz, Audrey Pronostic qui nous a fait un petit coucou. Et on attend évidemment les autres pour demain et après-demain et après-demain, parce qu'on sera là tous les soirs réactifs avec vous pour vous accompagner. Parce que le LGF, évidemment, ne pouvait pas rester silencieux en cette période quelque peu compliquée et difficile que nous allons tous vivre ensemble. Et c'est ensemble que nous serons plus forts. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous, l'équipe du LGF. Rendez-vous demain, 18h30, même heure, même endroit. Ciao, bye. Ciao. Ciao. Bonne soirée.